Bienvenue sur l'Africa Newsroom, notre programme quotidien d'information en Afrique et dans le monde. Au menu de ces 90 minutes, les News Afrique, le dossier du jour, les News Monde et bien sûr la chronique du jour. Marie-Angèle, le sommaire du journal Afrique. Michael Sata remporte l'élection présidentielle à un tour en Zambie avec 45% des voix devant son principal adversaire, le président sortant Rupia Banda, et c'est 36%. Robert Mugabe, le président zimbabwéen, réaffirme ses positions sur le conflit libyen. L'intervention militaire de l'OTAN est loin d'avoir favorisé le processus de paix dans une nation qu'il qualifie de fraternelle, la Libye. Et enfin, l'ONG Plan poursuit sa campagne de lutte contre les discriminations faites aux jeunes filles. Son objectif est bien sûr de promouvoir l'égalité des chances en matière de santé, d'éducation et d'accès au travail. Alors sur notre plateau, deux invités, deux Maliens, puisque nous sommes en clôture en fait de la semaine Mali. Monsieur Massireli, qui est secrétaire général adjoint de la CAR, la Convergence africaine pour le renouveau. Bienvenue. Merci. Et Monsieur Sam Massekou Ali, qui est professeur de microéconomie du côté de Bamako et qui est de passage à Paris. Bienvenue également à vous. Merci. Ensemble, donc, nous allons décortiquer l'actualité africaine en commençant par l'info du jour en Afrique. Les chiffres de la commission électorale indépendante confirmés par la Cour suprême zambienne aujourd'hui donnent Michael Sata vainqueur de l'élection présidentielle. Le chef historique de l'opposition a d'ailleurs prêté serment. Il se présentait pour la 4e fois à ce scrutin, un chiffre qui lui aura porté bonheur. Sophie Ebrard. Michael Sata, vainqueur de la présidentielle zambienne. Le chef de l'opposition l'emporte avec 43% des voix devant le président sortant Rupia Banda, qui n'en obtient que 36. C'est au terme d'un scrutin tendu que l'annonce de la victoire est déclarée tôt dans la matinée de vendredi par le président de la Cour suprême. Être le directeur du scrutin pour l'élection au bureau du président me donne, en conformité avec la loi, la légitimité de déterminer le résultat de cette élection. Je déclare donc Michael Sata, président de la République de Zambie, en ce 23e jour de septembre 2011. Dès l'annonce des résultats, des partisans du nouveau président sont descendus dans les rues de la capitale pour célébrer sa victoire. Ancien gouverneur provincial et ex-ministre, Michael Sata quitte le parti de Rupia Banda en 2001 suite à une dispute entre les deux hommes. Il fonde alors son propre parti, le Front patriotique. À présent, les défis sont de taille pour le nouveau président de la Zambie, premier pays producteur de cuivre d'Afrique où 64% de la population vit dans la pauvreté. Monsieur Massireli, quand vous voyez ces résultats, vous dites quoi? Vous dites que la Convergence africaine pour le renouveau a aussi ses chances. Quel sens vous donnez à cette élection de Michael Sata? Bon, la chance qui est là, c'est pour dire que la démocratie se réveille en Afrique enfin, et que le contenu qui avait été donné à la démocratie, nous voyons aujourd'hui l'opposition remporte, bien que c'est la majorité qui organise. Et donc on ne peut que saluer cette démocratie, on ne peut que saluer cette victoire. Monsieur Sam Massekou, le président qui vient juste d'être élu promet de distribuer en 3 mois les revenus tirés de l'exploitation du cuivre. Est-ce que vous pensez que ce n'est qu'une simple promesse de campagne ou est-ce réellement réalisable? Bon, moi je crois que le problème c'est surtout l'alternance démocratique qui a eu lieu dans ce pays. Parce que la gouvernance d'un seul parti pendant plusieurs années est toujours génératrice de crises. Donc, le problème que nous vivons en Afrique, c'est surtout un problème de répartition des ressources. Le fait d'avancer une solution pour ces autres compatriotes, le fait de répartir les ressources du cuivre, peut-on le faire en 3 mois, selon vous? Moi, je crois que 3 mois, c'est assez juste, mais quand même, il y a de fortes chances que ces richesses soient mieux réparties dans le temps, quoi. Monsieur Massireli, je reviens sur la question que je vous ai posée à l'entrée de jeu. Est-ce que Monsieur Sata avait perdu déjà en 2008 de 2 points seulement oui, face au président Rupia Banda? Oui. Est-ce que quand vous voyez sa victoire cette fois-ci, vous dites quoi? C'est la témérité, c'est la persévérance, c'est quoi? Oui, c'est la persévérance parce qu'il a
il a cru en ce qu'il disait, premièrement, qui est très important, et il a tenu à des valeurs zambiennes. Et donc, ce sont ces valeurs que nous défendons au Mali. Et donc, vous voyez, quand vous ramenez la chose à sa juste valeur, quand on ramène les fondamentaux à la racine, ça produit. Donc, c'est l'effet que ça produit aujourd'hui. Et nous ne pouvons que nous inspirer, comme on appelle de cet exemple zambien, pour nous dire que, comme on appelle en 2012, ce serait, comme on appelle, une victoire peut-être pour la CAR. J'ose espérer. Monsieur Samassékou, pourquoi, selon vous, le nouveau président, veut nationaliser les entreprises de cuivre zambiennes à l'échelle de 25%? Moi, je crois que parce que les contrats étaient ont été souvent très mal négociés, avec la corruption qui en découle. Et donc, il y avait des gouvernants qui étaient à la merci des firmes multinationales et sur le dos de la population. Il va falloir revoir tous ces contrats pour que les pays puissent avoir en tout cas un taux de participation assez élevé par rapport à ce qui existait avant. Parce que c'est là où se situe le bonheur des populations africaines. Alors, puisque vous parlez d'économie, M. Massiré, est-ce que le président Rupia Banda a laissé un pays avec 6% de croissance économique quand même pour cette année 2011 Ça veut dire qu'il a plutôt bien travaillé. Oui, il a bien travaillé, mais la richesse est inégalement mal partagée. Et donc, je suis d'accord avec l'opposant qui vient de remporter l'élection pour dire qu'en 3 mois, qu'il va faire la répartition des richesses. Et d'où, c'est le leitmotiv qui nous motive, nous, à la CAR, pour dire que nous, on va donner l'exemple au Mali aussi, si nous accédons au pouvoir, en 6 mois, répartir la richesse et que les Maliens sachent qu'il y a un changement qui peut se faire. Donc, on ne peut que saluer le changement de tous bords. Alors, premier après-info dans ce journal Afrique, c'est le Zimbabwe. Son chef d'État a lui aussi donné son avis sur la crise libyenne à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. La stratégie de l'OTAN pour mettre fin au conflit libyen est déplorable selon lui. Une fois de plus, la voix de l'Union africaine a été mise en sourdine au détriment de la population libyenne. Lola Sorrenti. Les révolutions arabes, une nouvelle fois au cœur des discussions. Robert Mugabe, le président du Zimbabwe, s'en est pris vigoureusement à l'OTAN et au Conseil de sécurité de l'ONU pour leur action en Libye. Nous sommes convaincus que l'intervention militaire de l'OTAN n'a pas favorisé le processus de paix et de démocratie en Libye. L'Union africaine ne se serait jamais permise d'imposer une façon de faire à cette nation fraternelle comme a pu le faire l'OTAN. Jusqu'au bout, l'Union africaine a préféré l'option d'un cessez-le-feu pour le rétablissement du dialogue. Fidèle à la position de l'Union africaine qui a toujours voulu régler le conflit libyen par le dialogue et une médiation pacifique, Robert Mugabe dénonce aussi le nombre de civils victimes des bombardements de l'OTAN. En effet, plus que d'autres États, les pays membres du Conseil de sécurité ont une vraie responsabilité. Ils ont choisi de se conformer à la Charte des Nations Unies, contrairement à l'OTAN qui, par ses bombardements meurtriers, s'est rendu coupable de violence et de brutalité outrancière. Pourtant, après des mois d'hésitation, l'Union africaine a finalement reconnu à l'unanimité mardi le CNT comme représentant légitime du peuple libyen. L'occasion aussi pour le président zimbabwéen de prôner, comme d'autres chefs d'État africains, l'attribution de sièges permanents au continent africain. Nous avons pour ambition de réformer le Conseil de sécurité de l'ONU. L'Afrique demande depuis des décennies 2 sièges permanents au Conseil de sécurité. L'Afrique ne peut pas être la seule région du monde sans siège permanent. L'OTAN a prolongé pour la seconde fois ses opérations en Libye contre les forces de Mouammar Kadhafi. Elle assure que dans 3 mois, sa mission sera achevée. Monsieur Massiré, comment est-ce que vous réagissez à ces propos du président Robert Mugabe qui indexe clairement la communauté internationale via l'OTAN et l'ONU? Moi, pour donner une explication à la réaction de M. Mugabe, je trouve que le problème ne se situe pas, se situe d'abord en amont en Afrique, d'abord. J'en veux pour preuve que si la résolution 1973 a été votée et l'Afrique l'a cautionné, puisque nous avions 2 représentants au Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit de l'Afrique du Sud et du Gabon. Ils ont voté la résolution 1973. Ils auraient dû s'abstenir. Et là, on aurait cru que l'Afrique n'a pas pris part mais même si c'était abstenu, est-ce que ça allait changer quelque chose? Non, ça n'aurait pas changé, mais il n'aurait pas cautionné. Mais on ne peut pas cautionner quelque chose en amont et déplorer à la fin.
Parce que nous avons vu que l'Union africaine, l'UA, comme on l'appelle, a été impuissante de s'interposer face à la puissance, comme on l'appelle, de l'OTAN ou à la puissance de l'Occident. D'où ce que Robert Mugabe dit, il a mis le doigt là où il faut le mettre. Mais sauf que l'idée n'est pas portée par la voix qui devrait la porter, cette idée-là. C'est peut-être Zuma qui aurait pu être le porteur de ces messages-là. Et ça aurait donné un poids à l'Afrique. Monsieur Semasekou, oui. Le président Robert Mugabe parle aussi de réformer le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors comment l'Afrique peut-elle réformer le Conseil de sécurité de l'ONU? Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 2 pays africains qui soient représentés dans ces conseils parce que depuis toujours, comme il l'a bien dit, l'Afrique est le seul continent qui n'est pas représenté dans ces conseils. Ça, c'est inacceptable. Donc, ces propos sont les bienvenus. Et par rapport au conflit libyen, je crois que ça pose le problème du poids de l'Union africaine dans les décisions internationales. Comment se fait-il qu'on vote des résolutions dans le cadre du Conseil de sécurité, mais c'est l'OTAN qui est chargé de les appliquer en ignorant la position de l'Union africaine? Moi, je crois qu'il y a une dispersion dans ce sens, quoi. Autre après-info, donc, le Bénin. L'organisation internationale Plan défend les droits des enfants à travers le monde. Et là, il s'agit des filles trop souvent victimes de discrimination. Pour cela, l'association a lancé la campagne Because I am a Girl et souhaite ainsi sensibiliser les adultes. Un reportage d'Evelyne Agli et Daniel Abouki commenté par Djibril Fofana. L'organisation non gouvernementale Plan international pour la défense des droits des filles. C'est à la faveur d'une campagne sous-régionale pour l'Afrique de l'Ouest, lancée le 22 septembre, dénommée Because I am a Girl. Cette campagne vise à lutter contre certaines discriminations dont sont victimes les jeunes filles. Elles sont souvent très tôt retirées de l'école, mariées et victimes de toute forme de violence. Des millions de filles ne vont jamais à l'école. Des millions d'autres ne terminent jamais leurs études. Et une quantité incomparable d'entre elles ne reçoivent jamais l'enseignement de qualité auquel elles ont droit. Ces millions de filles sont reléguées sans bruit aux marges de nos sociétés. Elles sont mal préparées à participer au développement politique, social et économique de leur communauté. Pour inverser cette tendance, les pères, les conjoints, les frères ont tous un rôle à jouer. Le rapport 2011 sur la situation des filles invite à la création d'une société plus égalitaire. Bien que les filles et les garçons aient les mêmes droits, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire ils et elles, font face à des défis différents pour y accéder. À Plan, nous savons qu'indifféremment de son sexe, chaque enfant possède un potentiel énorme qui n'attend qu'à être identifié, suivi, valorisé pour faire de lui et d'elle un citoyen équilibré. La campagne Because I am a Girl va prendre fin en 2017. Les résultats de cette campagne entreront en ligne de compte pour les objectifs du millénaire pour le développement dont l'atteinte est fixée pour 2015. Nous avons entamé un plaidoyer international pour que le 22 septembre soit déclaré par les Nations Unies Journée internationale des filles. La promotion de l'égalité des chances en matière de santé, d'éducation et d'accès au travail permettra aux filles de devenir des citoyennes actives. Elles contribueront ainsi au développement de leur pays et du continent africain. Oui, M. Massiril, qu'est-ce qui explique que les femmes soient discriminées pratiquement dans toutes les situations, dans toutes les entreprises, dans tous les cas, à l'éducation, en matière d'accès à l'emploi? Qu'est-ce qui explique cela? C'est la faute de nos politiques actuelles, d'où c'est ce que nous combattons et que nous dénonçons. Et depuis que nous avons créé notre mouvement, c'est pour qu'on l'a mis à l'échelle africaine, nous nous appelons Convergence africaine pour le renouveau. C'est pour vous dire que moi, je suis sidéré et révolté quand je vois, comme on appelle, ou entend des propos comme ça en Afrique. Je suis révolté et sidéré. Mais est-ce que ça concerne que l'Afrique? Non. Oui, là, je ne peux que parler que de l'Afrique parce que en tant qu'Africain et sur une chaîne africaine, je ne peux que parler de l'Afrique. Et là, j'ai dit, ça me sidère et ça me révolte. Pourquoi? Parce que toutes ces composantes sont liées à nos cultures et à nos valeurs qui sont ignorées par nos politiques de gouvernance. Si on avait su adopter... Vous parlez du Mali, là? Non, de toute l'Afrique. D'accord, de toute l'Afrique. Et du Mali en particulier.
Vous trouvez qu'au Mali, ce problème se pose? Ah oui, ce problème se pose partout, parce que je vois le directeur du plan du Mali qui est là, qui a parlé, et moi ça me révolte. Si on avait su adapter toutes ces valeurs à nos... tout cela à la démocratie qui était rancée à nos valeurs, il n'y aurait pas ces problèmes qui se posent, puisque ça a été repris en compte depuis des millénaires. Chez nous en Afrique. Allez-y, vous avez un mot à dire par rapport à... Oui, j'ai un mot à dire. Comme il a fini par dire, c'est en fait des pesanteur culturels qui font que ces pratiques-là continuent, alors que la femme doit participer au développement du pays, en fait. Parce que à niveau de formation égal, salaire égal, et puis vraiment... Tout de même, il faut noter qu'il y a des femmes même dans le gouvernement malien, il y a des avancées. Le gouvernement malien a fait cette politique. Vous savez, vous passionne. On va revenir... Juste des mots, s'il vous plaît. Juste des mots. Rapidement. Pour vous appuyer, pour vous dire que ce problème des femmes a été pris en compte en Afrique depuis 1235. Oui. C'est ce que je voulais ajouter. Alors, le Zoom Afrique concerne le Gabon. Son président, Ali Bongo Ondimba, qui lui aussi assiste au sommet des Nations Unies à New York, fait état des conséquences de la crise économique mondiale sur le Gabon et plus généralement dans les pays en voie de développement. Le Gabon est préoccupé par l'impact de la crise économique sur les pays du Sud et surtout pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. L'effet de la crise financière internationale sur les investissements publics en faveur des secteurs sociaux de base tels que l'éducation, la santé et la fourniture de l'eau potable et de l'électricité limite notre marge de manœuvre à promouvoir le développement humain. Malgré les réelles avancées enregistrées dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire, l'échéance de 2015 demeure pour beaucoup de pays, dont le Gabon, un défi difficile à relever. Monsieur Samasekou, comment expliquer cette inquiétude du président Omar Bongo Ondimba, Ali Bongo Ondimba, ça devait arriver, Marie, Ali Bongo Ondimba, alors que toutes les études disent que l'Afrique résiste plutôt mieux à la crise, y compris à la crise de la dette en zone euro? Oui, l'Afrique résiste mieux parce qu'elle n'est pas sérieusement interconnectée sur les marchés financiers internationaux. En fait, ce que M. Bongo a dit, il y a un désintérêt des puissances occidentales vis-à-vis de l'Afrique. L'Afrique ne vit qu'à travers ses richesses, en fait. C'est quand il y a de telles catégories de richesses qui intéressent les puissances et pour leur industrialisation. En fait, ils ne s'intéressent pas au développement de l'Afrique comme parce qu'il y a des aides qu'on promet qui ne sont jamais décaissées. Monsieur Ly, pour certains économistes, grâce à la crise finalement économique mondiale, certains investisseurs se sont tournés vers l'Afrique et c'est pour ça que justement l'Afrique a su mieux résister à l'impact de cette crise. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous dites que l'Afrique a su se résister. Est-ce que l'Afrique se résiste? Bien, moi je trouve non. Si l'Afrique s'est résistée, l'Afrique n'a ça. Par exemple, je prends la zone CFA qui se trouve en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Ils sont dépendants de qui? Mais l'Afrique a tout de même mieux résisté à la crise économique mondiale que l'Europe ou que les États-Unis que l'on voit en crise. L'Afrique ne peut pas se démêler de cette crise-là, d'autant plus que l'Afrique dépend économiquement, comme on appelle, de cette puissance-là. On est indépendant lorsqu'on a, comme on appelle, son autonomie économique. Nous, on peut se parler comme on a sa propre monnaie. Donc, là, il s'agit de résistance, pas de... Quand on dit que l'Afrique a mieux résisté, c'est à travers ces banques surtout qui n'ont pas beaucoup de placements sur les marchés financiers internationaux et que ces banques n'ont pas connu assez de secousses comme en Europe, par exemple. S'il vous plaît. L'info à Telex concernant l'Afrique, donc, c'est la Libye. Où l'ex-premier ministre libyen Al-Baghdadi Al-Mahmoudi a été arrêté en Tunisie et condamné à 6 mois de prison pour être entré illégalement dans le pays. Et ce, 15 jours après l'arrestation pour le même motif d'un autre membre du régime Kadhafi qui avait pour sa part bénéficié d'un non-lieu. Au Maroc, le procès de l'attentat de Marrakech qui a fait 17 morts en avril dernier a repris hier et le principal suspect a nié toutes les accusations qui pèsent contre lui. Il a réitéré son innocence alors qu'il avait reconnu les faits quelques jours après son arrestation. Et enfin, Madagascar, pour le chiffre du jour, le chiffre 120. Madagascar compte actuellement 120 universités et instituts supérieurs privés, selon les données arrêtées en fin août dernier par la direction d'appui à la réforme de l'enseignement. Alors, M. Massirelli, vous voulez prendre la parole tout à l'heure. Réaction au choix sur l'un des 3 thèmes, sujets qui viennent d'être... Ah non, mais moi je veux répondre sur le dernier sujet. Un petit pays comme le Madagascar, qui a 120 universités ou instituts, qui est salutaire. Et quand je prends un pays comme le Mali, qui n'a que 4 universités, je trouve que c'est dérisoire à côté.
Voilà. Et je pourrais m'expliquer là-dessus, si vous voulez bien. En tant qu'enseignant, ce n'est pas le nombre d'universités en fait qui compte. Il faut qu'il y ait de la qualité en fait. Et puis, il n'y a pas que ça. Il faut que les nationaux aient la possibilité d'accéder à ces universités. Par exemple, si c'est pour des privés qui se font de l'argent n'importe comment sans y mettre la qualité, moi je crois que ça reste à désirer. Voilà. Là, j'ai saisi des mots de M. Samasekou qui me parle de qualité. Pour qualité en matière scolaire, parlons-en. Le Mali, juste un exemple, d'où la formule magique que j'aimerais vous poser. E comme école, M au carré. Est-il égal à E comme école, A au carré? Monsieur Samasekou. Non, il répondra par la suite pour l'instant. Mais on va se retrouver dans quelques minutes, le temps de marquer une courte pause. On se retrouvera notamment pour parler de l'actualité de nos invités, mais également du dossier du jour. A tout de suite.